Il y a un autre phénomène aujourd'hui dont il faut parler. Évidemment, c'est le lieu pour en parler. C'est le phénomène collaboratif. Certains parlent de raz-de-marée. Puisque aujourd'hui, les études disent que cette économie collaborative représente environ 15 milliards de dollars et qu'elle représentera dans les 10 ans plus de 300 milliards de dollars. C'est en effet quelque chose qui est en train de changer profondément les modèles économiques, les écosystèmes. Et pour nous en parler, on va accueillir quelqu'un qui est économiste, qui dirige le cabinet PNC économique, spécialisé dans les politiques de prix, les stratégies low cost, notamment dans le transport aérien, on l'a vu ce matin. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Les impôts pour les nuls, et oui, il en faut, moi je le veux bien, et Google, un ami qui ne vous veut pas que du bien. Il nous en a dit d'ailleurs quelques mots ce matin. En 2014, il a rendu un rapport au ministre de l'économie sur l'impact social du numérique en France. Il est membre de l'émission de radio Les Grandes Gueules sur RMC et commente régulièrement l'actualité économique sur BFM Business. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Pascal Perry. Pascal, à toi de jouer. Merci François-Xavier, merci de m'accueillir, monsieur le président du SNAV, mesdames et messieurs. Je suis très heureux de m'adresser à la communauté du voyage et je ferai écho à ce que j'ai déjà entendu autour de 3 réflexions simples, 3 propos liminaires. Le premier, c'est une observation générale de tous les marchés, pas seulement du vôtre, mais de tous les marchés, en particulier de ceux qui sont sensibles à la transformation digitale. Les changements aujourd'hui sont des changements rapides, brutaux et mortels. Pendant très longtemps, dans l'économie, les acteurs économiques, les agents économiques ont eu le temps de s'adapter aux grands changements. Ce qui est fondamentalement nouveau avec l'apparition d'Internet, c'est que la transition digitale, la transformation digitale, porte des ruptures qui sont des ruptures rapides et mortelles. La conclusion, elle est simple, elle tient en une formule, c'est mon deuxième propos, les rapides aujourd'hui mangent les lents. Retenez bien cette formule, c'est la réalité de l'économie. Regardez autour de vous, les rapides mangent les lents. Et puis parce que votre marché est mature, troisième réflexion qui fait écho à ce que j'ai entendu tout à l'heure de Georges Rudas, sur un marché mature comme le vôtre, il est urgent de passer du quantitatif au qualitatif. Ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est la compréhension des marchés, ce que le philosophe Luc Ferry appelle la quête de sens, donner du contenu, donner du sens, sortir de la logique mathématique des chiffres. Les 2 tempêtes que vous avez eu à affronter au cours des dernières années venaient du ciel. Si j'ai bonne mémoire, en 2013, les rencontres du SNAV, le congrès du SNAV, portaient sur Booking.com. L'année dernière, vous vous inquiétiez de votre Google-dépendance. Eh bien, cette année, le danger a changé de visage. Il ne se présente plus tout à fait sous la forme d'une pieuvre, une sorte de léviathan économique, c'est-à-dire un monstre qui ravage tout sur son passage. Il n'est plus porté par un empire puissant et riche, un empire incontestable comme Google, qui s'adosse à une trésorerie de 100 milliards de dollars. Vous êtes aujourd'hui confronté à un autre danger, un danger qui est fragmenté, qui est incarné, c'est le danger de la 5e colonne, le danger incarné par monsieur et madame Tout-le-Monde, monsieur et madame Tout-le-Monde qui sont devenus transporteurs, hébergeurs et à l'occasion aussi prêteurs de voitures, de perceuses électriques, de tondeuses. Je pense d'ailleurs que la prochaine évolution sera celle de la logistique. Demain, monsieur et madame Tout-le-Monde, et en particulier ceux qui cherchent un emploi, seront logisticiens. Ils transporteront les colis et les paquets qui sont induits par le développement de l'e-commerce. L'économie collaborative, elle est informelle. Alors François-Xavier, nous n'avons pas tout à fait les mêmes chiffres, mais elle représente aujourd'hui dans le secteur du voyage entre 3,5 milliards et 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est évidemment très peu si l'on tient compte du volume du PIB, c'est-à-dire de la richesse créée dans le monde, du volume du PIB mondial qui est de 75 000 milliards de dollars. Mais ce qui est significatif, c'est la tendance. Et cette tendance, elle est aujourd'hui univoque. C'est la pente que nous regardons.
Et la pente, elle est fonction notamment de la taille des entreprises. Et ce qui est vraiment nouveau, c'est l'apparition d'entreprises qui sont aujourd'hui des entreprises puissantes, qui peuvent s'appuyer sur de la richesse créée, sur une vraie trésorerie, et aussi sur l'intérêt de la communauté financière. Airbnb est valorisé à plus de 10 milliards de dollars aujourd'hui par la communauté financière. 11 millions de clients, 700 000 logements. Et pourtant, cette entreprise ne s'adosse à que très peu d'actifs corporels. C'est une entreprise qui tient essentiellement une promesse. Et ce qui est fondamental, ce qui doit être compris à mon sens, c'est qu'avec Internet, ces entreprises se sont enrichies rapidement. Elles se sont enrichies rapidement et elles dominent le marché. C'est la formule anglaise « the winner will take all », c'est-à-dire qu'il n'y a plus de challenger pratiquement. Il y a une entreprise unique qui, parce qu'elle a eu la bonne intuition, la bonne idée, a suscité l'intérêt de la communauté financière, est capable aujourd'hui de dominer le marché. La pente, donc, disais-je, est aussi les représentations du public. Quand on interroge les Français, 8 Français sur 10 nous disent que l'économie collaborative est utile. 66% lui font confiance, et le mot confiance a véritablement du sens. Un Français sur 2 admet qu'il a eu recours à des offres collaboratives, et en particulier, voilà encore qui recoupe les chiffres que j'ai entendus tout à l'heure, en particulier les jeunes de 25 à 49 ans, ce qui traduit une évolution et nous offre déjà, dans le cadre de cette rencontre aujourd'hui, des balises de réflexion pour l'avenir. Les utilisateurs des services collaboratifs, j'aimerais voir oui. La régie, s'il vous plaît. La deuxième slide. Voilà. Les utilisateurs des services collaboratifs, j'ai peur qu'on en ait sauté une, les utilisateurs des services collaboratifs justifient leur choix pour des raisons de prix. Mais je vous invite à prendre connaissance de ce tableau. Il est intéressant parce qu'il nous montre que les clients de demain, ceux que Georges Rudas évoquait tout à l'heure, ceux qui sont la génération Z, ceux qu'on appelle aussi les 20-20, c'est-à-dire des jeunes gens qui sont nés en 2000 et qui auront 20 ans en 2020, recherchent bien sûr de la connectivité, de la sécurité, de la stabilité. Ils sont à l'affût des innovations dans le domaine technique et technologique, mais ils sont pratiquement nés avec un téléphone portable dans la main. Et je le rappelle régulièrement, le téléphone portable d'aujourd'hui, le smartphone, ce que nous avons en main, c'est d'abord un terminal digital. Un terminal digital dont la puissance de feu est spectaculaire. Il y a plus d'informatique dans mon smartphone qu'il n'y en avait sur Apollo 11, qui est monté sur la Lune. C'est vous dire la puissance que vous avez, la puissance de calcul que vous avez entre les mains avec votre smartphone. Donc ces jeunes, les 20-20, la génération Z, sont dépendants du numérique aujourd'hui. Ils l'utilisent chaque jour et même si leur choix est orienté par des raisons économiques, même s'ils aiment débusquer de bons plans, sur le plan économique, acheter mieux, acheter malin, eh bien, ils se servent d'abord de cet outil pour arbitrer leur choix de consommation. Quelques mots peut-être de la France pour dire que Paris est devenue la capitale mondiale de Airbnb, avec 40 000 logements qui sont aujourd'hui disponibles. Paris, c'est aussi la ville la plus visitée du monde, et évidemment, le succès de Airbnb à Paris doit être relativisé. 55 millions de visiteurs chaque année. La part de Airbnb à Paris, elle est proportionnelle au nombre de visites dans notre capitale. Mais comment expliquer le succès de Airbnb ? Si on se place du point de vue du loueur, la réponse, elle tient en quelques chiffres. Un loueur sur 5 à Paris possède plus de 2 appartements. C'est donc le début d'une tendance qu'il faut bien comprendre, qui est celle de la semi-professionnalisation dans ce secteur de l'économie collaborative. Nous avons en face de nous des acteurs qui ne sont plus simplement des particuliers qui mettent à disposition un actif dont ils sont titulaires, une chambre avec un lit, mais ce sont des gens qui s'engagent aussi dans un nouveau commerce. Ils le font d'ailleurs avec un avantage fiscal et social qui n'est pas encore aujourd'hui corrigé par la loi. Ça aussi, c'est un élément structurant. Les comportements vont beaucoup plus vite que la loi.
Et la loi mettra probablement beaucoup de temps à couvrir la réalité de ce marché. Donc, un loueur sur 5 possède plusieurs appartements. Et le revenu additionnel moyen, je parle bien d'un revenu moyen, d'un loueur à Paris est de 500 € par mois. C'est plus de 40% du SMIC. Ça représente une somme qui est une somme tout à fait respectable. Ça, c'est si l'on se place du point de vue du loueur. Maintenant, si on se place du point de vue du consommateur, eh bien, Airbnb, c'est l'illustration d'une règle simple, qui est une loi d'airain de l'économie, qui est celle de l'élasticité prix de la demande. Sur ce schéma, vous avez un premier niveau de prix qui détermine une certaine quantité de la demande. Les acteurs économiques se retrouvent à un prix qui s'appelle le prix d'équilibre. Mais dès qu'on baisse le prix, eh bien, on voit que la demande s'élargit en réalité. Donc il y a dans ce métier, dans ces métiers, une vraie élasticité prix de la demande, et on comprend dès lors que ces offres suscitent de l'intérêt chez les consommateurs. Les nouvelles offres collaboratives, elles sont évidemment l'enfant naturel de la révolution digitale. L'exigence, vous l'avez compris, elle est double. C'est d'abord connectivité et mobilité. Google annonçait en octobre que les internautes qui se sont majoritairement connectés à Internet sur la période commencée depuis le 1er janvier se sont connectés majoritairement sur des smartphones et non plus sur des ordinateurs. Donc c'est une tendance qui est très forte. Aux États-Unis, le temps passé sur les smartphones et sur les tablettes a doublé en moins de 2 ans. On ne reviendra donc pas en arrière, et ce sont bel et bien les outils qui changent les comportements. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Ce ne sont pas les comportements qui suscitent des outils. Ce sont ces nouveaux outils qui ont changé la façon d'être. J'échangeais tout à l'heure au déjeuner avec un jeune entrepreneur, un parapluie sous 4 roues, si j'ai bien compris. C'est ce mode de transport à Paris qui est tout à la fois poétique et très parisien. Et on est tombé d'accord pour dire que c'est parce qu'il y a une révolution digitale, de nouveaux outils, que les comportements changent et que finalement la loi finira par s'adapter. Je crois que la technologie va balayer les vieux monopoles, qu'elle va changer radicalement la donne sur les marchés. D'abord parce qu'elle apporte des opportunités de consommation supplémentaires aux consommateurs, et aussi parce que c'est profondément, et dans la recherche de sens, ce que les consommateurs attendent aujourd'hui. Regardez d'où vient l'innovation. L'innovation s'est transportée progressivement. Aujourd'hui, c'est Google qui innove. Probablement, demain, ces entreprises qui sont capables de s'approprier ce patrimoine digital et de porter de nouvelles offres au marché. Ce sont donc les outils qui changent les comportements. Et de ce point de vue, le digital présente de très nombreux avantages. D'abord, il réduit les coûts d'approche et de distribution pour ces nouveaux acteurs de l'économie collaborative. Il permet également de stocker des données. Regardez cette image. Cette image dit tout de la transition digitale. Elle est plus forte que tous les discours. Voilà, Saint-Pierre-de-Rome, la première photo a été prise en 2005. Saint-Pierre-de-Rome, la même photo est prise en 2013. Voilà une illustration de ce que le marché a assimilé. Voici une illustration de la transformation dans le domaine des comportements des consommateurs. Et les sites collaboratifs savent parfaitement tirer parti des performances de l'informatique. Les performances de l'informatique, elles ont augmenté de façon radicale, quasi exponentielle. Là où la progression des autres secteurs de l'économie était arithmétique, on a, avec les acteurs du numérique et particulièrement ces entreprises de l'économie collaborative, une progression qui est une progression exponentielle. Dans votre secteur, qui est celui de l'économie corporelle, ce qui compte, c'est la croissance. La croissance, elle porte votre activité. On dit que la croissance du transport aérien double quand la croissance est égale à 2%. Si elle est en dessous, les règles sont différentes, le ratio est différent. Mais à chaque fois que la croissance atteint 2%, mécaniquement, le transport aérien double.
c'est très modeste. Ce sont des croissances qui sont modestes. La vitesse des transports, elle aussi, elle a progressé, mais seulement de 6% en 10 ans. Imaginez donc que vous avez en face de vous des gens qui s'adossent à une croissance technologique qui est exponentielle. Comprenez bien ce que ça veut dire, exponentielle ? Je vais vous raconter une petite histoire simple sur ce que c'est que l'exponentielle. Le roi de Belkib avait mandaté un mathématicien pour inventer un jeu qui le distrait. Ce mathématicien a inventé le jeu d'échecs. Pour le remercier, le monarque lui demande ce qu'il peut faire. Le mathématicien lui dit « Vous allez poser un grain de riz sur la première case, puis 2, puis 4, puis 8, puis 16, de façon exponentielle. » Le roi Belkib, s'adressant au mathématicien, lui dit « C'est une récompense qui est très modeste. » Et il y en a un qui avait compris la loi des exponentielles et pas l'autre. Car en réalité, ce qu'il fallait compter, c'était 2 puissance 63. Aucune des calculatrices que vous avez en poche aujourd'hui n'est capable de faire ce calcul. Ça représentait 700 milliards de tonnes de riz. Donc, il y a quelqu'un qui avait compris, l'autre qui n'avait pas compris. La progression exponentielle, c'est ça, et c'est sur ce principe que se développent ces nouveaux sites. Ce qui a changé pour vous, en termes de rapport de force sur le marché, c'est ce que les économistes appellent le pouvoir de marché. Le pouvoir de marché, c'est la capacité d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises à orienter l'offre, à produire l'assortiment, et donc à orienter les prix et par conséquent la chaîne de valeur. Le pouvoir de marché, il est entre les mains de celui qui peut s'adresser au consommateur final. Or, ces nouveaux acteurs de l'économie collaborative ont un avantage décisif sur vous, c'est qu'ils dorment avec les collaborateurs. Ils n'ont pas une aventure fugace, ils ne les rencontrent pas de façon épisodique, ils vivent avec eux à travers ces nouveaux dispositifs, ces nouveaux outils que nous avons les uns et les autres en poche. J'ajoute qu'il y a aussi un élément qualitatif. Non seulement les grands sites de l'économie collaborative peuvent vivre avec les consommateurs, mais ils sont en état, pour cette raison, il y a un lien de causalité évident, ils sont en état de feuilletonner la relation avec les consommateurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas simplement des vendeurs de biens ou de services, ils deviennent des fournisseurs de contenu. Ils donnent du sens. Et nous rentrons là sur le territoire des marques. Interrogez les jeunes, d'ailleurs, certains le font pour savoir quelles sont leurs marques préférées, des marques. La marque, on a l'impression qu'elle s'inscrit dans le temps, qu'elle est ancienne, qu'elle est adossée à des valeurs, à une promesse, à des actifs corporels, à un bilan. Bien non, en réalité, ces marques qui sont un peu évanescentes, il faut le dire, parce qu'elles ne reposent sur presque rien, sont devenues les marques préférées des jeunes. Et évidemment, quand une entreprise née de cette promesse se développe, eh bien, elle règle la chaîne de valeur à son avantage. Avec Internet, la désincarnation a produit des gains de productivité que les entreprises de l'économie collaborative peuvent à l'occasion rendre à leurs clients. C'est un avantage qui est essentiel aujourd'hui. Mieux, je crois, ces entreprises comprennent une dimension qualitative qu'il ne faut pas nier. J'ai été moi-même frappé en visitant un certain nombre de sites de voir qu'en réalité, ces entreprises produisent aussi du contenu. Blablacar vous offre non seulement du transport, mais vous offre aussi des commentaires qualitatifs sur le propriétaire de la voiture, sur ses centres d'intérêt. Enfin, il vous offre un peu plus qu'un transport, il vous offre une véritable aventure, et dans une économie qui est orientée solution, qui est pilotée par les besoins, ce que les Américains appellent design thinking, ces entreprises ont là encore un avantage concurrentiel important. L'économie collaborative, elle ne vend plus des produits ou des services, elle fournit des solutions. Elle a le pouvoir de s'adresser à tous les consommateurs du monde sans intermédiaire, et avec l'apparition de ces entreprises, les produits que vous vendez, ou en tout cas une partie des produits que vous vendez, tendent à se commodiser. La commodisation, elle frappe tous les secteurs de l'économie. Une commodité, c'est un bien ou un service reproductible dont la valeur perçue est extrêmement faible.
Donc on ne peut plus être simplement des fournisseurs de produits ou de services, pardon de me répéter, mais il faut vendre une solution. Autre élément essentiel dans la compréhension du phénomène, la valorisation de ces entreprises leur donne un avantage qui est un avantage compétitif. Elle repose sur peu de choses. En tout cas, elle ne repose pas sur des actifs qui sont valorisables et pourtant, elles ont la confiance de la communauté financière. Pensez que Airbnb présente aujourd'hui une capitalisation boursière égale à celle du groupe Accor, sans disposer de la moindre chambre, de la moindre réception, du moindre hôtel. C'est un véritable exploit économique. Chacun des fournisseurs de Airbnb est titulaire d'un actif. Il est mis en relation avec le marché de la demande, et donc Airbnb ne fournit qu'une promesse, la promesse de l'interconnexion. Ces entreprises donc sont agiles, elles sont rapides, elles ont la confiance des marchés et elles parviennent à lever des sommes d'argent importantes. Blablacar vient de lever 200 millions d'euros il y a quelques semaines, sans passer par la bourse. C'est dire donc qu'il y a sur le marché des investisseurs qui lui font confiance, pour des raisons qui sont liées à son modèle et pour d'autres raisons qui sont qu'il y a aujourd'hui dans le monde une immense quantité de liquidités disponibles. Beaucoup d'argent investi dans les bourses, dans les entreprises, sur le marché des matières premières agricoles, mais il reste beaucoup d'argent. Il y a énormément de liquidités aujourd'hui autour du monde, et elles vont s'investir là où la promesse de rendement est élevée. L'économie collaborative, elle a donc ouvert le champ à de nouvelles formes d'échange, en libérant aussi un peu la pensée et les modèles de distribution. Ces entreprises ont fait du consommateur un nouvel agent économique. Nous sommes tous titulaires, au fond, d'un actif valorisable, et il a fallu l'apparition de ces entreprises pour s'en apercevoir. Combien de personnes n'utilisent qu'un siège dans leur voiture, alors qu'il y en a 5 de disponibles? De nombreux jeunes, notamment, mais pas seulement, ont compris qu'il y avait là un marché. Même chose avec la chambre qui est disponible chez nous, avec les appareils de bricolage dont on est titulaire. Oui, on passe peu à peu d'une économie de la propriété à une économie de la fonctionnalité. Et ce qui est important, c'est le regard que les consommateurs portent sur ce nouveau modèle économique, sur ces entreprises. Ces entreprises, nous disent les consommateurs dans les études qui sont menées, ces entreprises proposent des prix justes, des prix équitables. Et vous savez que c'est un élément essentiel aujourd'hui. On a longtemps disserté dans les universités d'économie sur ce qu'était le juste prix. Ce que je retiens, moi, c'est que le juste prix, c'est celui que le consommateur est prêt à payer. Et dans le cas de figure qui nous intéresse aujourd'hui, ces entreprises sont perçues comme offrant des prix équitables. Aussi pour des raisons liées à l'évolution des comportements, une fois encore, beaucoup de consommateurs aujourd'hui ont quitté le territoire des achats statutaires pour rentrer dans la valeur d'usage, la valeur d'utilité d'un bien. Pourquoi acheter un bien ou un service quand, au fond, on peut profiter de la fonction qu'il offre? Les consommateurs recherchent donc dans la consommation un champ d'échange symbolique. Je vous prie d'écouter chaque mot. Les consommateurs recherchent dans la consommation un champ d'échange symbolique. Ils sont sensibles non à l'objet direct de consommation, qu'ils assimilent à une commodité, mais ils le perçoivent comme producteur de signification. Et c'est ce qui doit être compris, à mon sens, aujourd'hui. Le consentement substitue en réalité, dans cette nouvelle économie, les règles habituelles de l'offre et de la demande. Ces entreprises sont jeunes, en cours de mutation. Je pense qu'Airbnb va se transformer en prescripteur de tourisme. Quitter le territoire de la location entre particuliers pour rentrer sur un nouveau marché. Que recherchent d'ailleurs les consommateurs de Airbnb? Ils viennent rencontrer quelqu'un. Ils achètent un hébergement, en tout cas, ou ils louent un hébergement, mais ils viennent rencontrer quelqu'un. Ils viennent vivre une aventure. Entre cette situation et la situation dans laquelle l'entreprise pourra devenir prescripteur, dans le domaine culturel, sportif, organiser le Paris Tour ou le London Tour, le British Museum,
le stade d'Emirates Stadium d'Arsenal et beaucoup d'autres choses, en fonction de critères qui sont là encore qualitatifs, cette entreprise aura réalisé son deuxième tournant et elle sera venue mordre sur votre métier. Vous êtes agent de voyage, vous êtes prescripteur, vous proposez aussi du service, vous ne vendez pas de la billetterie sèche. Donc ces entreprises, aujourd'hui, elles ont un avantage qu'il faut bien comprendre pour l'affronter. Alors, pour autant, vous n'êtes pas sans armes pour lutter contre ce grand tournant économique, cette vague de fonds, telle que tu la décrivais tout à l'heure, François-Xavier. D'abord, le premier travail, c'est de redonner du sens à la fonction d'intermédiaire. C'est votre métier qu'il faut réenchanter, qu'il faut réinventer. Vous vendez des choses qui, par définition, n'ont pas de prix, qui n'ont que de la valeur. Le prix disparaît donc derrière la valeur. Vous vendez de l'assurance, vous vendez de l'ingénierie, vous vendez de l'agrégation, une garantie professionnelle. Et dans un monde exigeant, nourri par le besoin d'immédiateté qui est une vraie constante. Mon point de vue sur l'économie digitale est simple. Si je quitte le territoire du tourisme pour rentrer sur les marchés de la distribution, mon point de vue, il est simple et un peu contre-intuitif. Je ne pense pas qu'Amazon va ubériser le commerce. Je pense que c'est le contraire qui va se produire. Je pense que ce que vous avez évoqué avec des termes différents se résume dans la formule du phygital, le physique et le digital. C'est parce que les points de vente vont s'approprier les ressources numériques, c'est à travers l'omnicanalité ou la multicanalité que vous allez ringardiser ces nouveaux acteurs du numérique. Donc je ne crois pas qu'Amazon va ubériser le commerce, je crois au contraire que le commerce va se réinventer. J'observe au passage qu'Amazon veut ouvrir des magasins à New York, à San Francisco et dans les grandes villes américaines. C'est donc bien le signe que dans l'omnicanalité, à un moment, il faut un contact physique, il faut un contact incarné. Je pense que c'est exactement la même chose qui peut se produire dans le secteur du tourisme, avec les stratégies cross-canal, l'utilisation des réseaux sociaux, comme beaucoup d'entre vous ici savent le faire, mais à certaines conditions. La première règle, c'est que l'agence isolée n'existe plus. L'agence isolée n'a pas d'avenir. Vous êtes contraint pratiquement au principe de mutualisation de vos moyens. Toute proportion gardée, vous me rappelez un grand mouvement économique que j'ai étudié. Les activités sont très différentes, mais les principes économiques sont à peu près les mêmes. C'est le monde des agriculteurs. Les agriculteurs, pendant très longtemps, très individualistes, ont pensé qu'ils étaient les meilleurs du monde dans leurs fermes. Ils se sont très vite aperçus que face à des interlocuteurs uniques, qui étaient les grandes marques et les distributeurs, il n'y avait qu'une formule qui était de se rassembler. Ils ont créé des mouvements coopératifs qui sont aujourd'hui très puissants et qui sont capables de reprendre la valeur, de se réapproprier la valeur. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas de ferme isolée, il n'y a pas d'aventure personnelle encore possible dans l'agriculture. Je pense qu'il n'y a plus d'aventure possible individuelle dans votre secteur et que vous devez rassembler vos forces en observant ce qui s'est passé dans d'autres métiers. Mutualisez vos moyens, formez des coopératives de production, vous aussi. Vous avez d'abord d'excellents fournisseurs, des GDS, vous avez des conseils, vous avez beaucoup d'amis, vous êtes nombreux, vous avez accès au public. Il vous manque simplement de mettre ensemble des moyens pour investir à la taille critique, c'est-à-dire pour représenter un poids suffisant sur les marchés. Pour conclure, je me suis évidemment posé cette question, êtes-vous ubérisable ? C'est la formule à la mode. Moi, j'ai rassemblé 5 conditions. Il faut 5 conditions pour être ubérisable. Alors, évidemment, c'est 5 risques. Je ne présente pas l'ubérisation comme un grand avantage parce qu'elle représente à l'évidence un danger. Pour être ubérisable, il faut d'abord un marché mature et profitable. C'est le cas du vôtre. C'est un marché, Georges l'a rappelé tout à l'heure, qui est en croissance. 3,5 milliards de clients pour l'avion chaque année aujourd'hui, plus de 7 en 2022. Une tendance forte. Une civilisation qui est tournée vers les voyages, les échanges, les loisirs. Donc vous êtes sur un marché qui est en croissance. Vous n'êtes pas le marché de la sidérurgie. Vous êtes un marché qui se déploie et qui crée de la valeur.
Ça intéresse évidemment ces entreprises. Et donc, c'est une des conditions de l'ubérisation. Ces entreprises ne se présentent pas sur des marchés qui sont déclinants et moins-disants. La deuxième condition, c'est l'absence de barrières légales à l'entrée. Pour le moment, dans certains secteurs, il reste des barrières légales à l'entrée. Mais d'expérience, nous savons tous que quand les outils nouveaux apparaissent et changent massivement les comportements, le droit, un jour, doit s'adapter. Et donc, je trouve que la défense française, la défense du monopole face à Uber est un peu misérable. Je suis convaincu que les usages vont balayer la situation de monopole dans laquelle se trouvent encore certains métiers. C'est juste une affaire de temps. On peut acheter un peu de temps, mais sans doute pas trop. La troisième condition, c'est d'innovation technologique. Il en existe tous les jours. D'où l'intérêt, d'ailleurs, de garder des partenaires qui sont capables d'investir pour produire de l'innovation. La quatrième condition, c'est la désintermédiation possible des flux. C'est avéré aujourd'hui. Le contact physique doublé du contact numérique permet de désintermédier la relation avec les consommateurs. Et puis, dernier élément, pour qu'un marché soit ubérisable, il faut une vraie élasticité prix de la demande. Et je crois qu'il est inutile de démontrer que dans votre métier, c'est véritablement le cas. Vous êtes confronté à un danger. En tout cas, vous avez voulu explorer rapidement les tenants, les aboutissants, les nouvelles règles de cette nouvelle économie un peu informelle qui se présente de façon cannibale devant vous. Je crois que vous avez tous les outils pour y répondre. Il me semble, je ne le dis pas par forfanterie, mais je crois qu'il y a un vrai avenir pour les intermédiaires, pour les agents de voyage, dès lors que ceux-ci réenchantent leurs services, dès lors que ceux-ci sont capables à nouveau de faire pleinement leur métier en utilisant tous les outils dont ils disposent. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Alors, on va laisser la salle réagir, poser des questions. Pascal, certains parlent à propos de l'économie collaborative, parlent d'une économie d'opportunité, d'une économie de crise. Est-ce que, selon toi, cette économie collaborative résisterait finalement à une conjoncture plus florissante ? Je suis convaincu que oui, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Non seulement ces entreprises adressent un marché qui est orienté par le prix, mais qui a une double exigence, celle du prix et celle du contenu, celle du sens. Alors, je ne dis pas que ces entreprises répondent à toutes les demandes qui s'expriment sur le marché. La demande, elle est très segmentée. Il y a des gens qui vont chercher du statut, qui vont chercher du confort, qui vont chercher de l'assurance, qui sont un peu moins aventuriers que les autres, mais tendanciellement, quand on regarde les comportements des jeunes consommateurs, et c'est eux qui feront le marché demain, eh bien, on doit réaliser que ces consommateurs sont orientés bien sûr par le prix pour des raisons qui sont souvent liées à leur statut économique, mais aussi par la production de contenu, et que ces consommateurs vont chercher, comme je vous le disais tout à l'heure, l'expression est empruntée au sociologue Jean Baudrillard, des champs de signification. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des commentaires sur cette économie collaborative? Ah, je sais, l'après-midi, ça je parle par expérience, mais Rémi est là. Un micro pour Rémi, s'il vous plaît. Et Rémi, tu vas te lever pour que la caméra puisse bien te cadrer. Pascal, des parts de marché de 80%, ça ne s'est jamais vu dans l'économie. Booking, Blablacar, Airbnb, tu viens d'en parler. Cela dit, des monopoles à ce point-là, ça ne s'est jamais vu non plus. Hein. Big Blue, IBM, etc., Microsoft, on voit qu'ils ont été attaqués quand même. Alors, ton diagnostic est lequel? Est-ce que ça va donc perdurer? Auquel cas, nous, en tant qu'intermédiaires, on aura quand même du mal à s'immiscer dans l'économie collaborative? Ou est-ce que tu laisses quand même un peu de temps pour que ces monopoles puissent laisser de la place pour les autres? Non, je crois que vous avez du temps de réaction. Vous avez le mérite de chercher à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et je crois que vous auriez tort, effectivement, de mettre la poussière sous le tapis. Il faut vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. C'est un phénomène qui, pour le moment, dans le domaine quantitatif, est relativement marginal. On a vu que le poids de l'économie collaborative
est modeste par rapport au volume général des échanges. Mais ce qu'on cherche à comprendre aujourd'hui, ce sont les tendances. Hein, c'est la pente. Et on voit bien que la pente, elle va plutôt dans ce sens-là. Vous êtes dans des activités d'intermédiation qui sont des activités où c'est le volume qui détermine la valeur, finalement. Hein, plus le volume est important, vous êtes des activités à fort volume et à faible marge. Enfin, je ne crois pas me tromper en disant ça. Par conséquent, chaque part chaque point de marché qui est perdu, chaque part de marché qui est perdue aujourd'hui, est un peu plus qu'une perte en termes de chiffre d'affaires, c'est aussi une perte significative en termes de profitabilité. Donc il faut s'y adapter tout de suite. Et je vois dans d'autres secteurs, notamment les bienfaits de l'omnicanalité. Hein, j'évoquais tout à l'heure la multicanalité ou l'omnicanalité. Au fond, je crois que les consommateurs aiment les points de vente. C'est-à-dire qu'ils aiment les relations incarnées. En même temps, ils sont très exigeants. Ils veulent tout à la fois pouvoir ouvrir le fonds de commerce à 23 heures au fond de leur lit ou dans leur salon, et ils veulent pouvoir le lendemain matin aller rencontrer quelqu'un pour parler du service ou du produit qu'ils auront acheté. Donc l'omnicanalité, elle permet de feuilletonner la relation. Elle permet tout à la fois la souplesse, elle permet de recruter d'abord. Hein, le premier outil, la première fonction d'Internet, c'est le recrutement, et elle permet ensuite de sécuriser à travers le canal physique. Donc je pense vraiment que vous avez, si vous prenez les bonnes mesures, assez rapidement, j'insistais tout à l'heure sur la mutualisation des moyens. Enfin, tu sais comme moi qu'il y a un seul Internet. Il y a un seul Google. C'est-à-dire, il y a des situations de domination sans partage aujourd'hui. Et donc, si on veut être visible, il faut mutualiser les moyens. Il faut être capable de se rassembler pour constituer la surface financière suffisante qui permettra de rentabiliser l'investissement. Un agent de voyage seul n'a aucune chance d'apparaître en première page de Google, sauf au nantissement de son fonds de commerce et à l'investissement de sa maison personnelle. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens économique en tout cas. Donc, vous êtes probablement, comme beaucoup en France, hein, on a tous les défauts de nos qualités individualistes. On est tous individualistes quand on est chef d'entreprise. On a plutôt tendance à défendre la boutique. Mais aujourd'hui, il y a un péril en face de vous qui exige peut-être que vous changiez votre logiciel mental et que vous acceptiez de mettre en commun ce qui peut l'être. C'est le principe de la mutualisation. Mettons en commun ce qui peut l'être. Qu'est-ce qu'on ferait mieux ensemble? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire seul? Qu'est-ce qu'on ferait mieux ensemble? À quel moment la mutualisation est utile? À quel moment elle est capitale? Et j'allais dire que c'est une affaire de vie ou de mort, pratiquement. Donc, je crois que vous devez absolument vous interroger autour de ces questions, vous rassembler, comprendre que les changements qui sont en cours sont des changements absolument décisifs. Et mon sentiment, c'est que si le marché revenait en arrière, ce qui est très peu probable, vous seriez les uns et les autres dans un tel état que finalement, vous n'auriez pas la capacité à réagir. C'est idiot de mourir en bonne santé, si je puis dire. Et aujourd'hui, vous avez encore le temps de la réflexion. Le monde d'aujourd'hui, l'économie d'aujourd'hui, je vous l'ai décrite tout à l'heure comme rapide, brutale, mortelle, elle exige des agents économiques qui sont proactifs. La réaction, c'est déjà trop tard, si je puis dire. Donc, repensez votre métier, mais peut-être même au-delà, votre modèle d'organisation. Une autre question, un autre commentaire là-bas. Un micro, mesdemoiselles, pour Patrick. Lève-toi, Patrick, comme ça on va te voir. Voilà. Il arrive. Et vous avez engagé des acteurs, non? C'est toujours les mêmes qui posent les... Ah oui, oui. Non, il y a des éternels bavards. Il y a un casting ou... Non. Ah, des figurants. Aujourd'hui, nous sommes ici un représentant de quelque chose qui est mondial, c'est-à-dire des entrepreneurs, des entreprises qui emploient des gens, qui payent des taxes fortement et qui rapportent beaucoup d'argent aux États. L'économie dont on est en train de parler y échappe complètement. Complètement. Est-ce que vous pensez, première question, que les États vont tolérer ça longtemps, sans réagir, à la vue de la progression et des volumes que ça représente déjà et que ça représentera demain, exponentiel? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez que le modèle de l'entreprise, dans cette mondialisation de ce système d'économie dont on vient de parler, est-ce que le modèle de l'entreprise, avec des salariés, des employés, etc., va perdurer, ou est-ce qu'il est carrément remis en question?
Alors là, on rentre sur un terrain qui est un terrain plus vaste que celui qu'on avait prévu de traiter. Mais on a tous constaté que le temps économique n'est pas le temps politique. Le politique gouverne le lendemain matin. Ce qui intéresse les politiques, c'est ce qui se passera ce soir au journal de 20h. On oublie parfois que la fonction fondamentale du Parlement, c'est de voter la loi. Et je vois les difficultés que nous avons eues à attirer l'attention des pouvoirs publics, y compris des services de l'État, le ministère de l'économie et des finances, sur la situation exorbitante du droit commun des grands acteurs du numérique. Je sors du voyage. Amazon, Google, Facebook, qui ne payent pas d'impôts en France, qui réalisent plus d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires en France pour Google, en payant, je crois, 15 millions d'impôts sur les sociétés. Une somme qui est évidemment sans relation avec le volume d'affaires. Je vois la difficulté que nous avons eue à attirer l'attention des pouvoirs publics sur un phénomène aussi massif. Avec Google, avec Amazon, avec Facebook, il y a 10 milliards de recettes fiscales à prendre tout de suite. Tout de suite. Le temps politique n'est pas le temps économique. Donc on ne peut pas compter sur les responsables politiques qui sont préoccupés par l'actualité immédiate, par le Parlement qui a oublié parfois son rôle de législateur, qui a oublié les principes fondamentaux de la République, l'égalité des droits et des devoirs, notamment pour les acteurs économiques, pour les agents économiques. On ne peut pas compter sur eux pour acheter du temps. Et nous sommes confrontés aujourd'hui à une situation qui est une situation d'urgence. J'allais dire que nous sommes dans une situation où il faudrait pratiquement que l'irréparable soit commis pour que le politique s'y intéresse. Donc il ne faut évidemment pas attendre de solutions rapides de la part des responsables politiques de ce pays. Évidemment, il ne faut pas pour autant renoncer à faire de la pédagogie. Chacun, à l'endroit où vous êtes, vous devez aller trouver votre député, votre maire, lui expliquer que la concurrence qui vous est livrée par ces entreprises aujourd'hui est une concurrence absolument déloyale, que ces entreprises ne payent pas, ou que de façon très symbolique, marginale, de fiscalité, qu'elles ne payent pas la TVA, qu'elles ne payent pas de cotisation sociale. À un moment où notre modèle social est en danger, vous avez des chances d'être entendu. Mais c'est un travail de longue haleine qu'il faut mener. Sur le deuxième aspect de votre question, sur l'entreprise, oui, ça interroge toutes les nouvelles formules du travail. Vous savez, aux États-Unis, il y a un contrat qui s'appelle, enfin, il y a une formule qui s'appelle la formule 1099. C'est la formule de l'auto-entrepreneur français. Et on voit bien aujourd'hui que tous les éléments fondamentaux de l'économie corporelle du XXe siècle, c'était lié au fait qu'il y avait unité dans le temps et dans l'espace. On passait un acte d'achat à un endroit donné, à un moment donné. Donc toute cette activité, elle était fiscalisable, elle était identifiable. Ce monde-là est substitué avec Internet. Aujourd'hui, on est incapable de dire à quel endroit, à quel moment et avec qui a eu lieu l'acte de commerce. Avec une société française, on nous répond non, c'est une société de droit irlandais. Donc on est face à un immense flou, à un nuage en réalité qu'on n'arrive pas à percer. Et tout ceci a des conséquences lourdes aujourd'hui sur le modèle social français. Vous avez raison de dire que vous êtes des chefs d'entreprise qui payent des impôts, qui payent des cotisations sociales. Et je crois que là aussi, il faut faire un travail de pédagogie pour l'expliquer. Mais à ce stade, il ne faut pas se mentir, ces entreprises ont un avantage compétitif. Et le temps que durera le flou législatif, elles conserveront cet avantage. Il faut donc vivre avec. Jean-Pierre Masse, un micro pour Jean-Pierre qui voulait intervenir. Alors lève-toi Jean-Pierre pour que les demoiselles puissent te voir. Ah là, juste devant. Merci mademoiselle. Oui Pascal, je suis globalement d'accord avec tout ce que vous dites, sauf sur un point. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez évoqué la nécessité d'être à la fois physique et digital et de se regrouper. Je crois qu'ici, dans la salle, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Physique et digital, on l'est ou on est en train de devenir. Et regroupé, on l'est très souvent. En revanche, il y a une ambiguïté qui reste dans votre propos, c'est la notion de désintermédiation. La désintermédiation, c'est une grande demande des consommateurs parce qu'ils ont l'intérêt, ils ont l'impression qu'avec des intermédiations, en accédant directement au produit, on paye moins cher. Je pense que c'est une demande un peu schizophrène parce qu'ils veulent à la fois de la désintermédiation mais de la présence physique.
Quand vous parlez d'Airbnb, de Blablacar, d'Uber, vous évoquez à leur sujet de la désintermédiation. Mais moi, je considère que ces entreprises, leur vocation unique, c'est d'être intermédiaires. C'est de l'intermédiation. Et sur l'intermédiation, ils ont construit des groupes capitalistiques, comme vous le dites très clairement, extrêmement puissants, plus puissants qu'Accor pour Airbnb, plus puissants que toutes les sociétés de taxi pour Uber, par un système d'intermédiaires. Ils ont les mêmes méthodes que Cdiscount ou Le Bon Coin. C'est la même chose, c'est de l'intermédiation. Et c'est un faux discours que de laisser croire que c'est de la désintermédiation. Alors, vous avez parfaitement raison, j'aurais dû parler de désincarnation. Il y a de l'intermédiation, mais il y a des incarnations, vous avez parfaitement raison. C'est le sens de ce que je souhaitais dire. Vous avez raison. Une dernière question, ici. Alors, lève-toi Didier, pour qu'on te voit bien. Le micro. Alors, mademoiselle, c'est sur votre gauche. Vous tournez la tête, hop, il est là-haut. Oui, je faisais le constat de convention en convention. Il y a pas mal de temps, on avait évoqué, on vivait le drame du 11 septembre 2001. Après, on a vécu les révolutions du monde arabe. Après, on a vécu la crise économique. On a vécu l'arrivée du consommateur qui peut réserver lui-même, qui n'a plus besoin de nous. Maintenant, on vit le problème de l'économie collaborative. Donc je me demande si c'est notre métier qui est un peu visé et si les d'autres professions accumulent autant de défis en si peu de temps. Parce que chaque fois, on est confronté à un nouveau défi et on se dit comment faire pour ne pas mourir, comment faire pour renaître, pour se développer, etc. Et je constate quand même qu'en 15 ans, mes marges s'érodent malgré tout d'année en année, même si on est inventif, même si on est conquérant, ça reste quand même de plus en plus difficile. Donc je voulais savoir si d'autres métiers essuyaient tous les chocs comme notre profession les essuie. Mais beaucoup, oui. La distribution, la grande distribution, qu'elle soit alimentaire ou non alimentaire, d'abord, elle a eu à faire face à la demande de prix, à des marchés très orientés par le prix. La dérive tarifaire, la guerre des prix aujourd'hui dans le secteur de la distribution a beaucoup détruit de valeur. Et la grande distribution, non alimentaire cette fois-ci, elle a eu à faire face au cours des dernières années à l'arrivée de pure players, des acteurs de l'Internet qui se sont ensuite d'ailleurs transformés, qui sont devenus pour certains des acteurs du commerce physique. Mais la leçon à en retenir, c'est qu'il y a toujours beaucoup d'inventivité dans les entreprises. Il y a d'abord une très grande capacité à la résilience. J'ai coutume de dire, et là encore, prenez-le comme un propos sincère, que le seul endroit de France où on a encore un peu d'imagination, c'est le monde des entreprises. Le seul endroit de France où on produit encore des idées nouvelles, c'est le monde des entreprises, pour une raison simple, c'est que c'est un monde darwinien. En cas de rupture, il n'y a pas de parachute. Et dans les entreprises, on est obligé d'être imaginatif et on est obligé de s'adapter. C'est le cas dans le secteur de la distribution et je suis certain que c'est le cas chez vous aussi. Je vois que malgré tout, en dépit de la réduction du nombre d'agents de voyage, il en reste encore beaucoup en France, que beaucoup se sont orientés vers la culture de la valeur, que beaucoup, comme vous le dites, Monsieur le Président, se sont lancés dans la multicanalité. Donc vous avez une grande capacité à la résilience, mais tous les secteurs de l'économie sont aujourd'hui attaqués, peut-être aussi parce que la France, en particulier la France, a été longtemps, par tradition, par culture, le pays des monopoles. Et le monopole, ce n'est pas simplement une très grande entreprise nationale. Il y a des monopoles locaux. Il y a des entreprises qui sont en situation de monopole sur une zone de chalandise. La France, pour des raisons historiques, a souvent privilégié la rente. Elle a eu du mal à s'adapter. En tout cas, elle a été confrontée à l'émergence de nouveaux acteurs qui avaient une proposition de valeur. Voilà un vrai discours économique, la proposition de valeur. Chaque matin, en se levant,
chef d'entreprise doit se demander quelle est ma proposition de valeur. Eh bien, face à l'apparition de nouvelles propositions de valeur, les entreprises se sont pour certaines beaucoup réinventées, ont été darwiniennes, et je suis très heureux de voir que vous êtes encore très nombreux et qu'il y a de la place pour vous sur ce marché qui est un marché valorisé en croissance. Une dernière question, un dernier commentaire ici. Guillaume, lève-toi Guillaume. Hop, Didier va passer le micro, on va y arriver. Allez Guillaume, c'est toi qui clôt cette séquence. Merci, bonjour, merci pour votre intervention. Guillaume Poulain, rédacteur en chef de Tom.Travel. Je confirme que des secteurs comme l'automobile, la santé, la banque, l'assurance sont menacés, et souvent par le même, Google, pour plein de bonnes raisons. Et c'est assez effrayant de voir que des grandes entreprises hyper établies ou des secteurs qui paraissent très solides pourraient se faire ubériser assez rapidement. Quand on observe les ingrédients qui font le succès de tous ces grands acteurs, alors vous parlez d'Airbnb, de Blablacar, on pourrait parler des GAFA, il y a souvent les mêmes choses qui reviennent. Ce sont des gens qui ne parlent pas de clients, ils parlent de membres, d'utilisateurs. Ils ont un seul dieu, c'est l'utilisateur. Ils ne cherchent pas forcément à vendre finalement. Ils regardent en fait les nouveaux outils, les nouveaux usages, les nouveaux besoins qui naissent. Et en fait, en fonction de ça, ils créent leurs produits. Et du coup, il y a un taux d'adoption énorme sur ces nouveaux produits-là. Donc du coup, moi, ma question, c'est comment on fait quand on s'appelle Accor, quand on est un voyagiste traditionnel ou online, et quand on a un catalogue de produits qu'on essaye de leur fourguer. Comment est-ce qu'on pivote pour créer des produits en fonction des nouveaux besoins? Et on met de côté tous ceux qui sont sur des niches et tous ceux qui sont en mesure de faire du sur-mesure. La réponse de l'économie, c'est la segmentation. Tous les consommateurs ne viennent pas acheter la même expérience dans vos agences, dans vos entreprises. C'est comme à l'entrée d'un stade. Certains viennent acheter un match de 90 minutes, d'autres viennent 2 heures avant, repartent 2 heures après, viennent pour rencontrer des amis, pour partager. Donc les besoins qui s'expriment sur le marché dans tous les domaines sont des besoins qui sont divers. La demande, elle n'est pas uniforme. La demande, il faut la segmenter, il faut la comprendre, il faut lui donner du sens, du contenu, et il faut le faire de façon dynamique. On l'a fait l'an dernier, mais peut-être que cette année, les consommateurs ont changé. Peut-être que le centre de gravité du marché s'est déplacé. Donc les exigences de l'économie moderne. L'économie moderne, qu'est-ce qui la distingue de l'économie ancienne? D'abord, tous ces outils. Mais on parle de la société des écrans et de l'information. Le changement radical, c'est que les consommateurs aujourd'hui sont informés, que les consommateurs sont experts, qu'ils vont chercher en fonction de leur goût, de leur capacité contributive, et qu'ils trouvent des réponses aujourd'hui. Donc, il faut tenir compte de tous ces éléments. La demande, donc, elle doit être segmentée, mais elle doit être segmentée de façon dynamique. Les changements des consommateurs, on a tous des itinéraires de consommation dans la vie. Je ne consomme pas aujourd'hui comme je consommais à 20 ans. Donc, le marché, il faut le comprendre. Il faut le comprendre dans sa diversité, dans la diversité d'expression de ses besoins, besoins d'usage, besoins d'utilité, besoins de statut, besoins de garantie, d'assurance. Et c'est en ayant compris finement ce qu'attendait le marché, passer du quantitatif au qualitatif, qu'on est capable aujourd'hui de vendre tout ce qu'on a en boutique. Mais c'est un travail absolument indispensable. On est passé d'une économie très directionnelle et au fond assez statique. Prenez ce que j'ai, à défaut ne prenez rien. Une économie qui était essentiellement orientée par l'offre vers une économie qui doit s'efforcer de comprendre l'expression diverse de la demande. Un grand merci Pascal. Merci beaucoup.